Donc je voulais vous parler de l'évaluation des soins non conventionnels. L'aventure a commencé dans l'unité par l'évaluation des psychothérapies, sujet auquel on s'est intéressé depuis plus de 10 ans. Et comme je l'avais dit lors de la journée du CESP vendredi il y a quelques semaines, on a encore actif un réseau d'évaluation des psychothérapies dans l'autisme. Et c'est au décours d'une présentation des résultats de ce réseau où était présent la Direction générale de la santé, le bureau des soins non conventionnels, parce qu'il y a un bureau des soins non conventionnels à la Direction générale de la santé. C'est un sujet qui préoccupe beaucoup les autorités. Donc les membres de ce bureau des soins non conventionnels étaient présents et nous ont proposé de les aider à produire des rapports évaluant tout un tas de pratiques, rapports disponibles pour nos concitoyens, pour qu'ils aient une information scientifique, lisible en français, pour se faire une idée sur la valeur de ces soins auxquels ils peuvent recourir. Donc on a passé une convention, ils nous donnent quelques sous, c'était il y a 5 ou 6 ans de cela. Ils nous donnent des sous et puis on se sert de ces sous pour faire les rapports et puis on s'en sert aussi pour faire de la recherche. Alors Caroline Barry a commencé par faire, on a commencé par, je l'ai marqué, la mésothérapie à visée esthétique, à visée antalgique, puis on a fait successivement, alors un truc dont je vais vous parler, la biologie totale des êtres vivants, puis après des choses plus sérieuses, la chiropratique, l'ostéopathie, l'acupuncture, l'auriculothérapie, l'hypnose, le jeûne, tiens j'ai oublié le jeûne. Voilà, et puis ça continue, maintenant c'est Juliette Guéguen qui s'en occupe. Donc ça fait 5 ans, beaucoup de rapports, et donc à force on a réfléchi, après avoir revu la littérature de toutes ces pratiques, d'avoir discuté avec des praticiens, d'être rentré même dans le vif du sujet, puisque Juliette s'est même formée à l'hypnose dans le cadre de sa thèse pour voir vraiment en quoi consistait la pratique. Donc du coup, ça nous a fait un peu repenser la méthodologie d'évaluation des soins, en général. Et puis vraiment, ce qui nous a interpellés, c'est l'impact médiatique de ces rapports. De très très loin, ce sont les travaux qui ont eu le plus d'impact auprès des journalistes, bien plus que tous les travaux qu'on a pu faire en psychiatrie, et qui pourtant en général est un domaine qui intéresse les gens. Donc vraiment, et alors le point culminant a été le rapport sur l'hypnose qui est sorti il y a 3 semaines, 1 mois, où on a peut-être eu 40 contacts avec des journalistes. Avec une espèce de fascination, quoi. Et puis cette question, qui résume à elle seule tout le problème, c'est « mais alors, est-ce que ça marche ?» Voilà. Est-ce que ça marche? Et ils attendent qu'on leur dise si ça marche, oui, ou si ça ne marche pas. Vous voyez, comme si, en fait, les médicaments, ça marche, et puis les autres choses, sûrement que ça ne marche pas, ou alors on aurait envie que ça marche. Vous voyez, il y aurait un rêve quoi, de thérapeutique qui ne soit pas des médicaments et qui marcheraient. Mais en fait, elles ne doivent pas marcher. Et donc, du coup, demander à un scientifique, mais alors, est-ce que ça marche? Quelque part, il y a une espèce de rencontre entre la réalité et puis la magie. Puisque ces soins, souvent, une petite coloration magique. Alors, bien sûr, moi, je leur dis tout de suite, parce qu'on est embêté, est-ce que ça marche ou est-ce que ça ne marche pas? Mais même s'il y a un essai randomisé qui marche, enfin qui est positif, ça ne veut pas dire que ça marche. Comme vous le savez, on reviendra tout de suite tout à l'heure, même pour un médicament, c'est pas facile de dire que le médicament il marche. Et puis qu'est-ce que ça veut dire ça marche? Donc je leur dis, que le paracétamol, vous avez mal à la tête, vous prenez du paracétamol, est-ce que ça marche? Ça dépend des fois. On ne peut pas dire que le paracétamol marche. Et puis à l'opposé, vous avez mal à la tête, vous prenez n'importe quoi, vous faites du sport, vous partez vous promener dans la nature, etc. Si vous attendez 3 heures, il y a des chances que vous n'ayez plus mal à la tête. Alors est-ce que ça a marché?
Bah oui, puisque vous avez plus mal à la tête. Mais alors, est-ce que c'est parce que vous avez marché ou est-ce que c'est parce que ce serait parti tout seul? Enfin, et voilà, donc on ne sait pas. Et puis on sait bien, un médecin, il a un patient qui a une maladie donnée, on va donner le traitement, mais on ne sait pas à l'avance si ça va marcher sur le patient. Donc, du coup, cette question, est-ce que ça marche? À l'évidence, la réponse, c'est pas oui ou non. Voilà, alors, du coup, bon, d'abord, hein, je vous l'avais dit, alors est-ce que ça marche? Donc, qu'est-ce qu'on a marqué dans les rapports? Alors, un résumé. La mésothérapie, vous voyez ce que c'est? La mésothérapie, c'est des injections intradermiques de produits. Donc, comme c'est intradermique, normalement, ça ne passe pas par voie systémique. Donc, entre nous, normalement, ça ne marche pas. Enfin, biologiquement, c'est pas parce qu'un produit ne marche pas biologiquement qu'il ne marche pas. Parce qu'il ne marche pas biologiquement, ça veut dire que la théorie biologique n'est pas compatible avec l'effet qu'il pourrait avoir sur le patient. Mais la théorie biologique se trompe parfois. Par exemple, à beaucoup d'entre nous, on a appris que les bêta-bloquants étaient contre-indiqués dans l'insuffisance cardiaque. Parce que les bêta-bloquants empêchent le cœur de battre vite. Et donc, si votre cœur a tendance à ne pas marcher assez, si vous l'empêchez de battre vite, ça va être la catastrophe. Vous voyez une espèce de logique un peu basique médicale. Or, les essais randomisés montrent que les bêta-bloquants améliorent les patients qui ont une insuffisance cardiaque. Et aujourd'hui, c'est une indication. Donc, la biologie, parfois, se trompe. Donc, ce n'est pas parce que, logiquement, la mésothérapie ne devrait pas marcher qu'on doit tout balancer d'un revers de main. Mais en moins, quand même, c'est un peu bizarre. Alors ça a un avantage, c'est que les sportifs de haut niveau qui sont très angoissés de prendre des médicaments par voie systémique parce que ça risque de faire des contrôles positifs au dopage, prennent beaucoup de mésothérapie parce qu'ils évitent ça. Et pour eux, ça marche. On a rencontré des mésothérapeutes spécialisés dans les sportifs de haut niveau et ils disent c'est fantastique, ils sont ravis. Alors bon, néanmoins, nous, on ne s'est pas contenté des avis des sportifs de haut niveau. On a fait la revue sur PubMed et compagnie, des essais randomisés de taille suffisante. C'était ça notre méthodologie, hein, comme tout le monde. Hein. Ben, la mésothérapie, il n'y a quasiment pas d'études. Alors comme on va le voir, c'est beaucoup le cas de ce type de thérapeutique. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de sous. Donc comme il n'y a pas de sous, il n'y a pas d'études. Hein. Alors qu'avec les médicaments, bien sûr, comme il y a des sous, il y a des études. Et puis qu'en plus, pour que le médicament puisse rapporter des sous, il faut qu'il y ait une étude. Donc on dépense de l'argent pour faire les études. Comme avec la mésothérapie, ce n'est pas le cas, du coup, il n'y a pas d'études. C'est sûrement le problème numéro 1, on verra ça dans la conclusion, c'est le problème numéro 1 de l'évaluation de ces soins, c'est les sous. En tout cas, pour la mésothérapie, on ne peut pas dire grand-chose tellement qu'il y a peu d'études. Il y a eu par contre des études de cas rapportés autour d'effets indésirables, hein, vous savez, de mycobactéries atypiques, etc. Il y a eu des scandales en région parisienne autour de ça. Donc la mésothérapie, on ne sait pas. La biologie totale des êtres vivants, alors ça c'est complètement délirant. C'est là qu'on voit quand même qu'il faut faire gaffe avec ces soins non conventionnels, c'est qu'il y en a qui ne sont pas méchants, il y en a qui sont méchants. Donc la biologie totale des êtres vivants, pour le dire vite, c'est une espèce de théorie, c'est une théorie aussi, hein. C'est une théorie du fonctionnement du corps humain et de la pensée, tout ça, théorie intégrative qui viserait à dire que par la force de la pensée, on peut guérir à peu près tout et même des cancers. Et donc du coup, pourquoi pas, sauf que ça a conduit des patients à arrêter leur traitement anticancéreux. Et donc c'est pas bon pour la santé, en général. Donc là on est vraiment, bon, là il n'y a pas d'études bien sûr, mais là vraiment on est dans un soin dangereux. Alors après la chiropratique, ça c'est plus compliqué, parce que la chiropratique, donc chiropraxie on dit en France aussi, donc c'est manipulation en général vertébrale. Ça je ne savais pas, mais c'est un soin qui a pignon sur rue sur le plan international. Il y a des formations, je crois que c'est Bac+5, avec une grande homogénéité des formations sur le plan international.
ce qui est très rarement le cas des soins non conventionnels. Hein. Il y a vraiment un problème d'hétérogénéité des soins. Donc, une homogénéité des formations qui sont reconnues et remboursées dans beaucoup de pays, pas en France. Une question de culture. Et donc, du coup, il y a des études. Comme c'est international, que c'est homogène, qu'il y a de l'argent en jeu, puisque c'est remboursé, il y a des études, un peu. Alors, des études randomisées, avec des effectifs suffisants. Quand je dis études, c'est ça, on a parlé que de ça. Et globalement, dans les lombalgies, ce qui quand même, vous savez, les lombalgies, c'est un des problèmes de santé qui a le plus d'impact en termes d'années de vie perdues de bonne qualité en Europe occidentale. Donc c'est une grande pathologie chez l'être humain. Donc la lombalgie, ça donne à peu près des mêmes résultats qu'un traitement as usual, c'est-à-dire d'un anti-inflammatoire non stéroïdien, plus ou moins de la kinésithérapie, pour le dire très vite. Donc c'est un verre à moitié vide et à moitié plein, pourquoi pas? C'est pas mieux, mais c'est pas pire. Alors vous me direz, comme il n'y a pas d'effet secondaire, oui, enfin bon, il y a eu des accidents, des manipulations de vertèbres cervicales avec des dissections d'artères vertébrales et tout ça, où ça a été une catastrophe. C'est rarissime. Les chiropraticiens font très attention à ça normalement, mais c'est arrivé. Après, on a fait l'ostéopathie. Alors l'ostéopathie, c'est pas pareil. C'est assez franco-français, pas seulement, mais quand même, il y a une culture française très forte. Vous savez que c'est des manipulations beaucoup plus douces que dans la chiropratique. Et on a beaucoup moins d'études, comme c'est beaucoup franco-français. Et puis quelques études qu'on a, avec des limites méthodologiques très importantes, parce que c'est très difficile de faire des études en aveugle. Vous voyez, vous savez si vous avez été manipulé par un ostéopathe ou pas. Alors on peut faire de la fausse ostéopathie, mais vous voyez ça, quelque part il y a même un problème, on va voir tout à l'heure, un problème conceptuel à faire de la fausse ostéopathie, parce que l'engagement du médecin ne va pas être le même dans la fausse ostéopathie. Et donc du coup on ne sait jamais trop si on évalue l'engagement du médecin, une pratique avec son auréole, ou l'ostéopathie en elle-même, c'est-à-dire la manipulation. Et c'est là que tout de suite qu'on pointe le doigt sur une des grandes difficultés, c'est est-ce qu'on doit évaluer le soin spécifique ou le soin au sens large? À la limite, ouais, si les manipulations ne font rien, mais que c'est la façon que les ostéopathes ont de parler avec leurs patients qui fait que les patients vont mieux, à la limite, est-ce que c'est grave? Et c'est une vraie question. Hein. C'est une vraie question. Bon. C'est vrai qu'en plus, derrière l'ostéopathie, il y a une théorie de fonctionnement du corps humain, des douleurs et tout ça, avec des choses pour nous un peu bizarres, très énergétiques, qui interpellent. Ça fait un peu médiéval quand même. Mais avec de notre côté, et c'est ça qui est bien de rencontrer les professionnels, j'ai rencontré longuement une ostéopathe qui pratique à Robert Debré, qui a beaucoup d'expérience, et qui m'a montré des cas cliniques hallucinants de soins. Hallucinants, c'est-à-dire, c'est là où on voit aussi pour l'évaluation, ça interroge, un jeune patient, puisque c'était en pédiatrie, qui avait, si je me souviens bien, une rupture de l'arc postérieur des vertèbres cervicales. Donc vous voyez ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'en gros, si on met le doigt derrière, on peut toucher la moelle cervicale, quoi. Donc il y a des effets indésirables à ça, notamment une démarche. Donc on voit sur une vidéo, le patient il y a une ligne sur le sol, le patient il marche comme ça. Et elle fait des manipulations, et après le patient il marche tout droit. Alors, alors peut-être que c'est un effet placebo, peut-être que c'est parce qu'elle y a parlé et tout ça, mais... Et donc, elle dit, moi ça fait 30 ans que je fais ça, et elle dit, et je sais que ça marche, voilà, je le sais parce que je vois sur les patients que ce que je fais, ils vont mieux. Mais elle me dit, les ostéopathes, pour résumer, leurs mains sont justes, mais leurs mots sont faux.
Et c'est aussi un truc qu'on voit beaucoup avec ces soins, c'est qu'il y a un corpus théorique derrière qui est faux. En tout cas, qui est en contradiction avec nos constructions théoriques qui nous habitent. Je reviendrai tout à l'heure dessus à propos de l'acupuncture. C'est-à-dire que rien n'étaye la pensée théorique derrière l'ostéopathie. Néanmoins, sûrement qu'ils se sont transmis de génération en génération, en fonction de certains tableaux cliniques, des manipulations qui font que les gens vont mieux après. Sûrement. Et que même à la limite, sûrement que leurs théories sont avant tout des moyens mnémotechniques qui font que on se souvient de quel geste il faut faire en fonction de tel patient, c'est tout. En tout cas, donc l'ostéopathie, difficile à évaluer, très peu d'études, avec quelques résultats quand même positifs, comme on peut l'imaginer, en add-on. Vous voyez, c'est-à-dire vous traitez une lombalgie comme d'habitude, et puis vous rajoutez de l'ostéopathie. Quand vous rajoutez de l'ostéopathie, vous êtes supérieur au bras contrôle, comme on peut l'imaginer. Mais là aussi, on peut critiquer le caractère non spécifique. Quand plus on s'occupe des gens, en général, mieux ils vont. Donc si on rajoute de l'ostéopathie, c'est logique qu'ils aillent mieux. Ça ne veut pas dire que l'ostéopathie est vraiment efficace. L'acupuncture, alors là c'est très intéressant parce qu'il y a plus de 1000 essais randomisés réalisés dans l'acupuncture, plus de 100 revues. Donc un énorme corpus d'études avec beaucoup de développement méthodologique. Il y a des placebos d'aiguilles, on peut faire du double aveugle, c'est-à-dire des aiguilles qu'on enfonce et ni le patient ni l'acupuncteur ne sait vraiment si l'aiguille s'est enfoncée comme il faut et tout. Enfin, c'est vraiment des développements. Alors, là, du coup, on ne peut pas arguer du manque d'études pour dire qu'on ne sait pas. Et alors, au total, là où on a beaucoup d'études, c'est dans la douleur et dans les nausées. Et ce qui est sûr, c'est que c'est mieux que rien, c'est-à-dire versus rien, ça marche quasiment toujours. Par contre, que vous piquiez sur les méridiens ou à côté, pour le dire vite, ça ne change pas grand-chose. Et alors, c'est là que c'est intéressant, c'est que dès qu'on a dit ça, nous, on a pensé un peu, et beaucoup quand on en parle aux collègues, donc l'acupuncture c'est un placebo. Tout de suite, vous voyez, puisque en fait, qu'on pique là ou à côté, c'est pareil. Ça veut dire que en fait, ça marche pas, quoi. Ça marche juste, c'est juste le fait de piquer comme ça, quoi, qui marche. Et c'est là qu'on voit comment on pense, nous, médecins et scientifiques dans les mondes occidentaux. C'est que, oui, sûrement, le méridien ne correspond pas à un truc biologique. Il n'y a pas sous la peau un truc où quand on pique, ça stimule et puis que ça envoie une onde et que ça fait quelque chose. C'est pas ça qui se passe. C'est pas ça. Puis entre nous, on l'aurait su, quoi. C'est-à-dire qu'en normalement, en disséquant des gens, on aurait dû voir des trucs, quoi, comme les méridiens, quoi. Et alors non, ce qui se passe sûrement, c'est qu'en fait, il ne faut pas voir le méridien comme une entité anatomo-pathologique. C'est que vous allez voir un acupuncteur, il va faire un entretien clinique comme un médecin, mais dans son entretien clinique, il va aborder d'autres choses en lien avec les éléments, de l'énergie, etc. C'est-à-dire qu'il va avoir un discours qui va résonner en vous à un autre niveau que le discours médical occidental. Et en particulier, ça va être un discours très singulier autour de vous, de votre vie. Et il va choisir de piquer à des endroits qui dépendent de vous, vraiment. Et c'est ça qui fait que ça marche. On ne pique pas n'importe où. On pique en fonction de ce que vous êtes, en fonction du résultat de cet entretien que le médecin a eu avec vous.
Et c'est ça qui fait que la douleur va disparaître. Alors on va dire, ouais, donc c'est un super placebo. Ah ben oui, peut-être que c'est un super placebo. Ah ben vive les super placebos dans la douleur, quoi. C'est... Alors il y a eu l'auriculothérapie. Alors c'est là que chaque fois on voit qu'avec ces soins, on a l'impression que c'est simple, que pour le dire vite, c'est des super placebos, et vive les super placebos, ou alors des manipulations qui marchent, et puis voilà. L'auriculothérapie, c'est quand même un truc, hein, vous savez, vous avez une cartographie du sujet humain sur l'oreille, c'est quand même bizarre, mais il y a un vague rationnel embryologique. Hein. Sur l'oreille, il y aurait une projection de trucs. Mais bon, la cartographie des Français, parce qu'il y a une grande culture française dans l'auriculothérapie qui est en compétition avec l'auriculothérapie chinoise. Et ils n'ont pas la même cartographie. Alors là, bon... ça... Pour un scientifique, on a envie de dire dommage, quoi. C'est quand même. Mais bon, on sait jamais. En tout cas, bon, ils ont des données. Il y a quelques études et c'est spectaculaire. Il y a des essais randomisés versus, alors, qui sont positifs. Hein. Donc, je m'en souviens d'un, moi, qui m'a vraiment, marqué. C'est dans la pose d'une prothèse de hanche. Donc c'est l'auriculothérapie pour l'anesthésie. Donc on pique là, soit avec une aiguille, c'est un clip, hein, c'est un clip qu'on laisse quelque temps, soit avec un clip normal, soit avec un clip magnétique. Et donc l'anesthésiste ne sait pas si le clip il est magnétique ou pas. L'anesthésiste fait son intervention et le critère d'efficacité principal, c'était la quantité de produits anesthésiques. Eh ben, il y avait moins de produits anesthésiques dans le groupe avec le clip qui marche, c'est-à-dire le clip magnétique, que le clip qui ne marche pas. Alors vous me direz, la marge d'erreur, elle est de 5%, on est dans la marge de 5%. Hein. Mais enfin, bon, si on dit ça pour tous les médicaments qui nous dérangent, oui, il y a une règle du jeu. La règle du jeu, c'est qu'on fait un essai randomisé. Si les critères principaux, l'analyse principale sort à 5%, ça veut dire que ça marche. C'est quand même la règle du jeu. Donc si on suit la règle du jeu jusqu'au bout, de clipper un truc magnétique à un bon endroit, ça fait que vous diminuez la quantité de produits anesthésiques donnés dans un essai. Bon, quand même, si on veut être honnête jusqu'au bout, ça interroge. Voilà, le jeûne, l'hypnose, donc on pourrait continuer comme ça. Donc l'hypnose, effectivement, là, il y a un corpus autour de l'anesthésie péropératoire aussi. Il y a des choses. Hein. Mais alors, vous voyez, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que donc, il y a des essais positifs, hein, même critère, c'est-à-dire quantité de produits anesthésiques qui est donnée. Et donc les sujets ayant bénéficié d'une hypnothérapie ont moins besoin de produits anesthésiques. Et ça, en plus, il y a des essais qui sont reproduits. Donc ce sont des données assez solides. Mais alors, il y a des hypnothérapeutes qui nous ont dit, ou plutôt des gens qui ont l'habitude d'intervenir dans des interventions comme ça, ils disent oui, c'est bien, quand l'anesthésiste il met son patient en transe sur la table d'opération avant d'injecter, eh bien, tout le monde se sent mieux dans le bloc, le chirurgien, les infirmières et tout ça. C'est-à-dire, vous voyez comme... alors, on a la même réaction, c'est-à-dire ça fait rire. Ah oui, d'accord, on comprend pourquoi ils vont mieux. Mais ouais, mais... Enfin, si vous connaissez le métier de chirurgien, c'est un métier extrêmement exigeant en termes psychologiques. Hein, c'est un métier à haut niveau de stress. Et il est tout à fait possible que une prise en charge comme ça ait un effet global, quoi. Et donc vous voyez déjà les problèmes méthodologiques que ça pose. Parce qu'en fait, on ne sait pas vraiment comment ça marche. Donc du coup, comment l'évaluer en étant honnête? Un autre exemple sur l'hypnose, c'est une grande question, c'est l'hypnothérapie analgésique dans l'accouchement. Hein? Puisque vous savez que l'accouchement fait très très mal. De notre côté, quand on accouche sous péridurale, il y a des femmes qui se plaignent de ne pas sentir l'accouchement.
hein, et qu'elles ne sentent pas délivrer l'enfant et que quelque part c'est une frustration qui est respectable. Donc on aimerait avoir une analgésie qui permette de vivre, d'être acteur de son accouchement. Et donc l'hypnose permettrait quelque part de faire ça. Donc ça a été étudié, il y a eu des études. Et quand vous regardez avec des échelles visuelles analogiques de mesure de la douleur pour voir si la douleur, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, l'hypnose ne marche pas. Par contre, à distance, quand vous demandez aux femmes est-ce que vous gardez un bon souvenir ou un mauvais souvenir de votre accouchement, celles qui étaient dans le bras hypnose gardent un meilleur souvenir. C'est là qu'on voit que là aussi que ça peut être compliqué à évaluer, c'est que c'est peut-être pas la douleur intrinsèque, c'est peut-être le vécu émotionnel de la douleur qui n'est pas apprécié de la même façon. Et du coup, peut-être que le critère d'efficacité n'était pas le bon. Alors, donc voilà ce qu'on a. Voilà, est-ce que ça marche ou est-ce que ça marche pas bon, ça dépend des soins et puis ça dépend de ce qu'on appelle ça marche. Alors, profitons de ça pour se dire, finalement, comme méthodologiste, hein, à la lumière de ça, est-ce qu'il n'est pas temps de réfléchir à quelle critique faire à l'évaluation des soins, y compris des médicaments, comment proposer des choses qui pourraient mieux marcher. Alors voilà, j'ai 4 propositions successives à vous faire. C'est une perspective historique sur... puisqu'une méthodologie, ça se construit avec le temps, vous savez. Hein. Comme disent les sociologues, il y a un habitus méthodologique, hein, c'est-à-dire c'est un peu une ritournelle. Hein, comme en épidémiologie, il y a des ritournelles, le cas témoin, la cohorte, et c'est comme ça, hein, ça structure la pensée d'une discipline. Donc la méthodologie structure la pensée de la discipline et la méthodologie se construit au cours du temps. Et ça a été le cas de la méthodologie de l'évaluation des soins. Donc, première proposition, le succès de la médecine occidentale s'est fait au prix d'un épiphénoménalisme de la pensée et d'un autoritarisme de la physiologie. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que on parle de soins non conventionnels, mais il y a 3 ou 4 000 ans, il n'y avait que des soins non conventionnels. Et ça ne marchait pas. Ça marchait pas, ça marchait pas. Ça marchait quand même nettement moins bien qu'aujourd'hui. Quoi qu'on en dise, hein. Si on a un infarctus du myocarde, il vaut mieux aller aux urgences de Bicêtre que se faire soigner par un chaman dans la forêt amazonienne. Je crois qu'il n'y a personne d'honnête ne pourra dire le contraire. Hein. Voilà. Et comment la médecine a progressé ? Eh bien, elle a progressé par l'observation, c'est-à-dire la science. L'observation, d'abord la dissection du corps humain, l'observation, Galien, par exemple, qui était médecin des gladiateurs, et qui a vu, en fonction des endroits où les gladiateurs prenaient des coups, ce qui se passait après, hein, puisqu'il n'avait pas le droit de disséquer, lui. Donc, les dissections, c'était les gladiateurs qui se les faisaient eux-mêmes. Et donc, c'est comme ça qu'il a vu qu'effectivement, c'est parce qu'on a dans la tête qu'on pense. Parce que quand on prend un coup dans le ventre, si on en réchappe, ça n'a rien à voir avec les fonctions cognitives. Si on prend un coup sur la tête, ça peut laisser des traces sur les fonctions cognitives. Vous voyez, c'est le début d'une pensée scientifique sur la médecine. Donc vous avez l'anatomie, vous avez Vézal, avec une anatomie sophistiquée, et puis qui va jusqu'à une anatomie microscopique. Et puis vous avez Claude Bernard, non seulement il y a les organes, mais en plus il y a l'étude de leur fonctionnement. Et puis à partir de Claude Bernard, donc après la deuxième moitié du 19e siècle, il y a progressivement un boom sur la sémiologie, la description des maladies, y compris en psychiatrie, et puis après arrivent les progrès thérapeutiques. Donc c'est vrai que les progrès de la médecine sont venus de l'avènement d'une science qui est la physiologie. Et ça, alors, c'est évident, c'est tellement évident que
j'ai compté, pendant les études de médecine, il y a à peu près 600 heures de cours de biologie au sens large. Biologie, biochimie, biophysique, d'ailleurs, il y a des bio tout dans les études de médecine. Biophysique, biologie, biomathématiques. Et combien il y a d'heures de cours de psychologie? Entre 0 et 20 heures. Et entre 0 et 20 heures de psychologie médicale, 600 heures de biologie. C'est complètement fou. C'est complètement fou quand on voit le travail d'un médecin généraliste, qui est quand même en grande partie un travail de communication et de psychologie. Les spécialités médicales, vous avez des cardiologues, des pneumologues, des dermatologues, des néphrologues, des endocrinologues, on a des spécialités médicales d'organes. Vous voyez comme la pensée biologique structure la pensée médicale. Donc c'est une espèce d'autoritarisme physiologique. La physiologie structure la pensée médicale. Et puis donc, du coup, la pensée a disparu tout court. C'est-à-dire que le fait que le patient soit un sujet pensant n'est pas un paramètre important dans la pratique médicale. Et même dans la psychiatrie moderne, le sujet pensant est un peu un truc. Le sujet pensant est un système traitant de l'information. C'est le paradigme des neurosciences cognitives. Vous voyez, qui est en fait la psychiatrie est la discipline qui est en rapport avec les comportements et les anomalies du système de traitement de l'information, et donc avec une vision organiciste, fonctionnelle de l'homme et du cerveau. Bon, pourquoi pas, si ça marche. Alors, sauf que c'est la deuxième proposition. La physiologie n'est qu'un demi-succès. Elle ne peut pas être utilisée pour évaluer, elle ne peut pas être utilisée comme gold standard pour évaluer les médicaments. Pourquoi la physiologie n'est qu'un demi-succès? Parce qu'elle avait des prétentions impossibles à tenir. Je vous lis un petit texte de Claude Bernard qui montre bien la pensée physiologique et en quoi elle a été un peu un échec. Il y a évidemment quelque chose qui a été la cause de la mort chez le malade qui a succombé et qui ne s'est pas rencontré chez le malade qui a guéri. C'est ce quelque chose qu'il faut déterminer, et alors on pourra agir sur ces phénomènes ou les reconnaître et les prévoir exactement. Alors seulement on aura atteint le déterminisme scientifique. Vous voyez, c'est typiquement une logique scientifique classique. On cherche les causes des effets. En agissant sur les causes, on va contrarier les effets, et ces causes sont déterministes. C'est vraiment son objectif. Et le problème, c'est qu'en médecine, on n'y arrive pas, quoi. Même aujourd'hui, vous pouvez avoir un facteur de risque et vous ne serez pas malade. Vous pouvez même en avoir 100 et vous ne serez pas malade. Et puis, vous avez un malade, vous donnez un traitement et vous ne savez pas s'il va guérir ou pas. Ce n'est pas déterminé. On n'a pas on n'a pas décrit complètement le sujet humain de sorte que on ait une mécanique déterministe. Et ça, on en a pris conscience à peu près au milieu du XXe siècle. Je dis ça vient d'un très bon livre de Henry Marks, M-A-R-K-S, The Progress of Scientific Experiments in Medicine, quelque chose comme ça. Donc c'est un historien qui a fait l'étude de l'évolution de la méthodologie de recherche biomédicale au cours du XXe siècle aux États-Unis. C'est bien, c'est pas très bien, mais c'est un bon bouquin. Donc il dit en particulier que là où il y a vraiment le cul-de-sac, l'impasse, dans l'approche strictement bernardienne de la médecine, c'est quand on a été jusqu'à faire des expériences sur des détenus des prisons aux États-Unis. Et que là, pour des raisons méthodologiques, c'est qu'à un moment donné, on fait des études sur les animaux, mais c'est pas transposable à l'homme, donc il faut faire des expérimentations sur l'homme, mais parfois pour des raisons éthiques, on ne peut pas. Et donc on a tout tenté, on s'est dit, pourquoi pas le faire sur des prisonniers avec des réductions de peine. Bon. Et là, il y a des gens qui très vite, qui ont dit, ça va pas, ça déconne, c'est pas possible de faire ça. Donc, en fait, on ne peut pas. Et c'est là que, en même temps, ça montait en charge, mais c'est là vraiment que d'autres scientifiques
se sont dit, tiens, Fischer a écrit un livre sur l'expérimentation en biologique et l'utilisation des essais randomisés. On pourrait se servir de cette méthodologie pour évaluer les soins. Et ça a été la naissance de l'EBM. Et vous voyez, contrairement à ce qu'on pense, l'EBM, ce n'est pas la suite logique et le même courant que Claude Bernard. Ce n'est pas la même chose, c'est une vraie rupture. Ce n'est pas parce que Claude Bernard ne marche pas que l'EBM et l'essai randomisé est arrivé et a pris un tel essor. Néanmoins, donc c'est vrai qu'il y a une rupture avec l'EBM et l'essai randomisé, c'est une vraie rupture. Néanmoins, il y a une continuité, c'est la troisième proposition. Les essais randomisés n'ont pas pu se dégager de la perspective bernardienne. Les essais randomisés ne sont pas neutres, contrairement à ce qu'on pense. Alors, ils ne se sont pas dégagés de la perspective bernardienne. Le symptôme, c'est le placebo. Quand vous faites un essai randomisé contre un placebo, quelle question vous vous posez? Pas est-ce que le médicament est efficace? Est-ce qu'il est meilleur que ce qui se fait d'habitude? Ça devrait être ça la vraie question. Est-ce que j'ai un nouveau médicament? Est-ce que ce nouveau médicament est intéressant dans la prise en charge? Je devrais le comparer à ce qui se fait d'habitude. Non, en général, quasiment aucun essai ne se fait contre treatment as usual. Pourquoi? Parce que si vous comparez un treatment as usual, c'est très difficile de faire un aveugle, parce que vous devez, le bras contrôle, le médecin peut faire ce qu'il veut. Comment voulez-vous faire un aveugle alors que le médecin fait ce qu'il veut? Il faudrait avoir des pilules des mêmes pilules que le traitement actif. C'est impossible à faire en pratique, sauf cas particulier, où le traitement as usual est parfaitement formaté, par exemple. Donc on ne peut pas faire d'essai dans une situation qui serait vraiment intéressante cliniquement. Alors on met un placebo, pourquoi on met un placebo? Alors ça ne répond pas à la question, est-ce que c'est utile cliniquement? Ce n'est pas une question, puisqu'à la limite, si le placebo guérit, c'est utile cliniquement. C'est que le recours au placebo a obéi à deux logiques. Une logique scientifique, c'est est-ce que la substance intrinsèquement a un effet chez le patient, qui est une logique bernardienne, biologique. C'est comment se raccrocher aux branches de la pensée physiologique à l'aide des statistiques. Donc ça, c'est un point de vue scientifique. Et puis il y a un point de vue sociologique qui est est-ce que ce produit-là, est-ce que c'est du charlatanisme ou pas? Si c'est mieux qu'un placebo, alors ce n'est pas du charlatanisme, parce qu'il y a intrinsèquement quelque chose qui fait quelque chose. Or, c'est vrai que pendant des siècles, la médecine a souffert, et les patients ont souffert de charlatans. Et donc on a eu besoin de montrer que les produits que l'on met sur le marché ne sont pas du charlatanisme. Donc c'est bien, sauf que on n'évalue pas le médicament au sens où on veut s'assurer que ce médicament est bon pour les patients. Exemple, bon pour les patients, alors je mets de côté le problème du bras contrôle, on en a vu tout à l'heure, mais bon pour le patient, c'est que le rapport bénéfice-risque est favorable, c'est ça bon pour le patient. Alors bon, déjà, l'évaluation des risques dans les essais randomisés, c'est très médiocre, parce qu'à cause des tailles d'échantillons, on ne peut pas avoir accès aux effets indésirables rares mais graves. On le sait bien, Mediator, tout ça, enfin, le Vioxx, c'est 10 ans après qu'on sait ça. Même, par exemple, même les effets indésirables fréquents. Il a fallu 15 ans pour savoir que les antidépresseurs sérotoninergiques avaient un effet assez délétère sur la sexualité. Et quasiment, c'est au moins pour 50% des patients. À tel point que c'est utilisé dans l'éjaculation précoce, tellement que ça a un effet. Eh bien, il a fallu plus de 10 ans pour s'en rendre compte. Pourquoi? Parce que jamais les patients l'ont dit dans les essais. Comment voulez-vous dire que, vous voyez, c'est dérangeant. Et puis les médecins n'ont pas envie de faire des efforts pour montrer qu'ils font du mal à leurs patients. Donc on ne fait pas d'efforts pour récolter les effets indésirables. Donc on ne les a pas. Et tout le monde le sait. Tout le monde le sait. C'est en post-AMM qu'on sait ça.
c'est pas pour l'AMM. Donc les effets indésirables, c'est pas terrible, mais alors le rapport bénéfice-risque, on dit qu'on évalue le rapport bénéfice-risque, c'est en fait c'est de l'esbrouf. On n'évalue absolument pas le rapport bénéfice-risque. La FDA et l'EMA, les agences américaines et européennes du médicament, regardent le bénéfice sur un critère principal, etc., et des critères secondaires. Ils évaluent un peu les risques, mais le rapport des deux, ils regardent les deux mains et ils se disent « Oh oui, ben l'un vaut mieux que l'autre », mais il n'y a aucune base scientifique pour faire le rapport des deux. Vous avez le Roaccutane dans l'acné sévère, c'est hyper efficace, voilà le bénéfice, et le risque, vous avez des hépatites fulminantes et un effet suicidogène. Comment voulez-vous comparer un bénéfice qui est du ressort de l'esthétique à un risque qui est un risque vital? C'est impossible. Donc on ne peut pas évaluer le rapport bénéfice. Enfin, en tout cas, on ne le fait pas aujourd'hui. Et puis, alors, il y a même une supercherie intellectuelle derrière l'essai randomisé tel qu'il est fait aujourd'hui, c'est que l'idée de se comparer à un placebo est de dire ça n'est pas un produit qui relève du charlatanisme s'il est supérieur à un placebo, c'est de considérer que on ne relève pas du charlatanisme si on a un effet biologique, puisque c'est ça que ça dit, la comparaison contre placebo. Et donc ça sous-entend que c'est la biologie qui dit si quelqu'un est un charlatan ou pas. Et pourquoi? Quelle légitimité a la biologie pour dire ça? On a des patients, aucune théorie aujourd'hui, aucune théorie scientifique n'a la prétention de décrire ce qu'est un patient. La biologie est une théorie très puissante, mais elle ne décrit pas ce qu'est un patient. On n'a pas de théorie de grande unification du patient, comme le disent les physiciens, et donc il n'y a aucune raison que ce soit à la biologie de dire où est la vérité et l'erreur. Alors, j'en arrive à la proposition 4, qui est la dernière avant la conclusion. Par ailleurs, les essais randomisés, eux aussi, ne sont qu'un demi-succès, même à l'intérieur de leur fonctionnement. Pourquoi? Que font les essais randomisés? Les essais randomisés, de mon point de vue, sont la méthodologie la plus efficace pour apporter une réponse convaincante à une question simple. Question simple, c'est-à-dire, sur un critère d'efficacité, est-ce que le traitement A est meilleur que le traitement B? Ça, c'est une question simple, qui, au passage, n'est pas une question clinique. La question clinique, c'est, est-ce que mon traitement est efficace pour mon patient? Et ce n'est pas, en moyenne, est-ce que le traitement A est meilleur que le traitement B sur un critère principal? Donc déjà, on voit qu'il y a un problème de forme, mais bon, peu importe. Donc, question simple. Réponse convaincante, ça marche, c'est-à-dire il suffit de voir le New England, le Lancet, il y a des essais randomisés dedans, au moins un article sur deux, et c'est vrai que quand on les lit, c'est très convaincant. C'est l'essai thérapeutique randomisé, quand on se pose une question simple qui a un intérêt clinique, on le lit à la fin, quand l'essai est bien fait, ben on dit, ouais, d'accord, ouais. Même si on est critique, ça marche, quoi. C'est vraiment... c'est un design tellement élégant que c'est convaincant. Alors qu'on sait très bien qu'il y a des pieds de généralisabilité, parce que les patients sont des patients particuliers, qu'en fait il y a des perdus de vue, que c'est des missing non at random, enfin tous ces trucs-là. On est obligé d'avoir une population en ITT, donc il faut imputer les données manquantes. Enfin, il y a plein de problèmes méthodologiques qui sont sûrement aussi comparables que les problèmes méthodologiques liés au biais d'indication dans les suivis de cohortes de patients. Vrai, à la louche. Mais, en termes esthétiques, le design randomisé est tellement beau qu'on ne voit plus les problèmes méthodologiques que du coup, on les voit moins et du coup, ça emporte la conviction. C'est beau. Un essai randomisé, c'est beau. On ne peut pas dire le contraire. C'est beau. Voilà, c'est vrai que c'est beau. Alors, c'est tellement beau qu'on y a trouvé des qualités magiques, par exemple la causalité.
Donc ça, c'est un leitmotiv, hein. D'ailleurs, même on l'enseigne à nos étudiants. Et il y a quand même maintenant de plus en plus de papiers qui disent stop la causalité, stop, stop, stop. Donc, c'est vrai que ce mot, c'est vrai qu'on exagère, hein. Il y a 2500 ans de philosophie autour de la causalité, où en gros, personne n'est d'accord, hein. Il y avait Aristote qui disait il y a les causes premières, finales, efficientes, etc. Enfin, il y en a plein. Il y a Hume qui dit les causes, c'est une habitude de l'esprit, c'est-à-dire ça n'existe pas en fait, c'est les êtres humains qui voient des causes. C'est leur façon d'organiser les choses qui se succèdent dans la réalité. Ils disent qu'il y a des causes. Mais c'est les êtres humains qui voient des causes. Kant, il dit la causalité, c'est la responsabilité, c'est-à-dire que à cause de mon voisin qui avait été enrhumé, je suis enrhumé parce qu'il m'a passé son microbe. Il y a Auguste Comte qui dit que la cause, c'est de la métaphysique. Donc, c'est pas pour nous. Et puis, il y a plein de causalités. Et puis, vous avez les statisticiens qui disent on a trouvé la vraie. C'est la causalité contrafactuelle. C'est-à-dire que la cause, c'est toute chose égale par ailleurs. S'il n'y a pas la cause, il n'y a pas l'effet. Sauf que, alors, donc, il y a des papiers qui parlent de counterfactuelle fallacie. C'est-à-dire que toutes les choses égales par ailleurs, ça ne peut pas exister. On ne peut pas expérimentalement faire toutes choses égales par ailleurs, c'est pas possible. Il faudrait cloner la Terre, donc on ne peut pas. Donc le statisticien a une astuce diabolique en tirant au sort ses counterfactuels sur l'espérance des sujets du groupe A et l'espérance du sujet du groupe B. Ce qui est vrai. Sauf que l'espérance n'existe pas. Donc on montre une relation de cause à effet sur quelque chose qui n'existe pas. Donc ça n'a pas d'intérêt. Puisque l'espérance n'existe pas. Le sujet moyen, ça n'existe pas dans la vie. Donc voilà, on peut discuter. Je sais que ça énerve des collègues quand je dis ça, mais quand même, il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème. Même oublions ces problèmes, c'est terriblement prétentieux d'arriver comme ça en disant on a réussi à trouver, nous, ce que c'était que la causalité, alors que ça fait 2500 ans qu'il y a des gens qui réfléchissent dessus et qui ont leur définition à eux et ils ne sont pas d'accord. Je ne vois pas pourquoi nous, on aurait trouvé, un, la bonne définition et deux, la bonne méthodologie. Et puis, les essais randomisés, par exemple, qu'est-ce qu'ils disent? Je parlais des antidépresseurs sérotoninergiques tout à l'heure. Que disent les essais randomisés sur les antidépresseurs sérotoninergiques? Alors vous me direz, ils ne disent pas grand-chose parce qu'il y a une querelle. Bon, mais peu importe, quand même. Dans les dépressions sévères, il y a un consensus, ça marche. Comme me demandaient les journalistes à propos de l'hypnose. Donc c'est-à-dire que dans les états dépressifs sévères, même si on met de côté les biais de publication, les problèmes de levée d'aveugle, inconsciente, etc., les antidépresseurs sont supérieurs au placebo, avec une taille d'effet qui est suffisante pour qu'on puisse penser qu'elle n'est pas due à des biais d'essai. Ok, j'accepte ça. J'accepte ça. Mais maintenant, demandez à un médecin, demandez à des jeunes médecins, ok, vous savez que dans les SSRI, vous avez appris que ça était mieux que les placebos dans les essais randomisés. D'accord. Mais maintenant, imaginez que je suis un patient et je vous demande, vous, jeune psychiatre, moi je vais prendre, vous me donnez un SSRI. Je vais le prendre parce que j'ai confiance en vous. Mais ça va me faire quoi ce produit? Comment je vais me sentir après? C'est quand même une question légitime. Posez cette question à un jeune psychiatre, je le fais régulièrement, vous avez un silence. Vous avez un silence, et puis je leur dis, écoutez, quand même, vous devez être en mesure de répondre à cette question. C'est une vraie question. Vous devez pouvoir répondre, qu'est-ce que ça va faire que de prendre ce produit? Alors ils disent, vous allez être moins déprimé. Vous voyez, c'est la pensée du critère principal de l'essai. Vous allez être, mais ça veut dire quoi? Vous allez être moins triste, vous allez mieux dormir, vous allez être moins anxieux, etc. Figurez-vous, faites une étude qualitative et demandez à des gens qui ont pris des SSRI, qu'est-ce que ça vous a fait? Et ils ne vont pas dire ça, ils ne disent pas ça, ils disent, avant, les émotions avaient pris sur moi, je ne pouvais pas m'en dépêtrer, maintenant je les vois de loin, c'est comme s'il y avait une vitre insonorisée entre les gens et moi.
Donc vous voyez, ça n'a rien à voir avec ce que dit l'essai randomisé. Alors vous allez dire c'est romantique. Ben ouais, mais bon, c'est hyper utile en pratique clinique d'expliquer aux gens ce que le médicament va faire. Alors vous me direz c'est de la psychiatrie, mais non. Il y a plein de médicaments qui ont des effets secondaires bizarres et il faut être en mesure d'expliquer ce que ces médicaments vont faire aux patients. Que ce soit dans le VIH, que ce soit des antibiotiques, que ce soit des biothérapies et des anticancéreux naturellement. Hein. Qu'est-ce que ça fait de prendre un anticancéreux dans la vie de quelqu'un? Au-delà d'un score de qualité de vie et de trucs, etc. Hein. Et bien sûr que les essais randomisés ne font pas ça. Alors j'en arrive à la conclusion. La conclusion, c'est que l'évaluation du médicament, doit relever d'une approche scientifique. Parce que c'est le plus raisonnable, parce que la science, c'est faire attention c'est prendre le temps d'observer les choses, et que les cliniciens ne prennent pas le temps d'observer les choses parce qu'il y a des problèmes de contraintes cliniques. Il n'y a que les scientifiques qui sont capables de dire stop, on va prendre 6 mois pour écrire un protocole, on va prendre 2 ans pour inclure les patients et les suivre, et 6 mois pour analyser les données. Voilà. C'est les scientifiques qui prennent ce temps, du coup ils font les choses bien, ils publient un papier, et c'est beau, c'est du beau travail, hein, c'est sérieux. Donc moi, c'est ça qu'il faut. L'évaluation des soins, c'est tellement important qu'il faut que ça soit scientifique. Mais alors aujourd'hui, scientifique, ça veut dire biologico-statistique. Et ça, c'est pas bien. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que la biologie et les statistiques pour évaluer les médicaments, ou les soins en général. Et qu'on en est arrivé à des situations complètement absurdes. Et pour les soins non conventionnels, c'est vraiment typique, c'est que un soin non conventionnel qui consisterait en l'optimisation extrême de tout ce qui est effet non spécifique serait considéré comme un placebo, donc comme un truc qui est sans intérêt. C'est ça qu'on a aujourd'hui. Et c'est sûrement ce que sont beaucoup de soins non conventionnels, comme l'acupuncture par exemple. Je pense que c'est vraiment, il y a une réflexion extrêmement aboutie sur comment faire pour que quelqu'un aille mieux. Mais c'est juste ça, quoi. Ça. Et comme par hasard, ça marche dans les pathologies fonctionnelles, surtout. Donc sûrement que ça doit être ça. Et pourquoi déconsidérer cette expertise? Sous prétexte que comme elle est non spécifique, en fait, bien sûr qu'elle n'a pas d'effet biologique propre. Alors bien sûr, elle a un effet biologique. Les thérapeutiques non conventionnelles doivent agir au moins sur le cerveau, puisqu'on parle aux gens. Donc en parlant aux gens, on modifie leur cerveau. Mais ce n'est pas ça le truc. Vous voyez, encore en disant ça, on biologise. On dit, ah ben oui, ça passe par le cerveau. Non, ça passe par le sujet. Il n'y a pas de raison de voir la médecine qu'à travers les organes. Parce qu'il n'y a pas que les organes qui disent la vérité. Alors, donc, oublier la pensée unique théorique. 2, décrire. Quand on a un soin à évaluer, la première chose à faire, c'est de décrire ce soin. Donc, avec les médicaments, on décrit le mécanisme d'action. Il faut un mécanisme d'action. Avec un soin non conventionnel, il faut décrire le soin. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'on soit psychanalyste, hypnothérapeute, acupuncteur, il faut dire ce qu'on fait, très précisément. Et puis, mécanisme d'action, il faut dire selon quelle considération théorique je pense que mon soin a une efficacité. Pourquoi? Parce que la théorie permet d'organiser le savoir, permet de faire des progrès des connaissances et permet d'améliorer les soins. La théorie ne suffit pas pour prouver qu'un soin est efficace, mais la théorie est très utile pour la compréhension du fonctionnement du médicament et son amélioration ultérieure. En tout cas, pour les médicaments, c'est une évidence. Pour la chirurgie, c'est exactement la même chose. Et pour les psychothérapies, c'est exactement la même chose aussi. Et par exemple, la psychanalyse est une théorie qui explique pourquoi certains types de théories seraient efficaces, et en améliorant la théorie psychanalytique, on peut améliorer le soin psychanalytique. C'est pas pour ça que ça marche. Mais c'est un mécanisme qui fait que le soin peut s'améliorer. Troisième point, il faut après des études qualitatives,
c'est-à-dire évaluer ce que les gens ressentent quand ils prennent le médicament, même si c'est un anticancéreux, même si c'est en réanimation. Quand vous intubez tout ça, etc., quelqu'un, qu'est-ce que ça fait d'être intubé? Donc tout soin devrait être évalué sous le regard de la subjectivité du sujet. Et puis après, on retrouve nos billes habituelles. Bien sûr qu'on va faire des essais randomisés. Si vous vous posez une question, si vous avez une question bien circonscrite, et ça arrive en médecine, hein, est-ce qu'il faut une biothérapie ou, je ne sais pas quoi, du méthotrexate ou des corticoïdes dans le traitement de la polyarthrite rhumatoïde, je raconte n'importe quoi, hein. Eh bien, on va faire un essai randomisé. Voilà, si vous avez une question simple, comme vous avez une méthodologie efficace qui marche pour les questions simples, utilisez-la. Mais bien entendu, l'essai randomisé, il a plein de limites. Et aujourd'hui, tout le monde sait que il va falloir nécessairement utiliser des cohortes de sujets, soit sur base de données de l'assurance maladie, soit sur des bases de données du PMSI. Enfin, il y a plein de possibilités qu'on peut imaginer, hein, pour compléter l'évaluation des effets évalués à partir des essais randomisés, à partir d'études non randomisées, mais qui n'auront pas tous les biais, notamment d'échantillonnage des essais randomisés. Et puis, bien entendu, le problème principal, c'est de mettre les sous qu'il faut pour faire tout ça. Puisque, en fait, une société ne peut demander légitimement à un soin de fonctionner que si cette société donne les moyens pour qu'on puisse l'évaluer. Voilà, j'ai été un peu plus long que prévu, mais je serais néanmoins ravi de pouvoir discuter avec vous de tout ça. Bon, alors je vous donne la parole. Je fais en même temps le... Je veux bien commencer, mais parce que tu dis beaucoup de choses. Je ne sais pas par quel bout les attraper, quoi, parce que c'est très contradictoire. En fait, je peux dire. Même dans tes conclusions. Enfin, moi, ce que j'en retiens, c'est des choses avec lesquelles je suis assez d'accord, c'est-à-dire, en fait, il faut évaluer les choses sous différents angles. Donc, il n'y a pas que l'essai thérapeutique ou que la biologie, etc. Donc il y a aussi une façon de dire des fois les choses qui est l'essai thérapeutique, finalement, ça sert à rien. Enfin, presque, tu n'as pas dit tout à fait ça. Non, je n'ai pas dit ça. C'est pour ça que je dis contradictoire. C'est des moments où tu dis ça et des moments où tu te contrains. Et c'est vrai que tu es à la fois à critiquer l'essai thérapeutique contre le placebo, c'est très biologiste, et à la fois tu as un point de vue très bernardien sur je veux savoir ce qui marche pour mon patient, le patient moyen n'existe pas, c'est quand même exactement ce que disait Claude Bernard, c'est comme ça qu'il a fait les statistiques dans une bonne partie après, à mon avis à tort, mais enfin tu vois ce que je veux dire, c'est ça que je veux dire, c'est contradictoire, c'est à la fois intéressant parce qu'il y a plein de points de vue différents, et au fond, alors qu'est-ce qu'on fait? Enfin qu'est-ce qu'on fait? C'est pas seulement la question, mais comment dire, quand tu dis il faut un raisonnement scientifique, puis après, on n'est pas si sûr que ça, que ce soit un raisonnement scientifique que tu nous proposes. Alors, je suis d'accord avec toi, mais c'est un positionnement rhétorique. Les Grecs disaient qu'un bon rhétoricien doit être capable, dans le même discours, de prouver une chose et son contraire. Voilà. Non, mais c'est une démarche... Pardon? Non, c'est Aristote. Normalement, ça se fait en 2 temps. Mais normalement, ça se fait en 2 temps. Tu as raison. Normalement, ça se fait en 2 temps. Non, mais c'est pour aider l'auditeur pour aider l'auditeur à avoir un esprit contradictoire par rapport à l'exposé. Alors, non, l'essai randomisé, je ne dis pas du tout que ça ne sert à rien, hein. Je dis juste 2 choses. Je dis, 1, on lui fait dire beaucoup plus de choses que ce qu'il ne dit. Et 2, qu'il a un intérêt réel et limité, qu'il est la méthodologie la plus efficace pour apporter une réponse simple, une réponse convaincante à une question simple. Non, mais je ne dis pas du tout qu'il n'a aucun intérêt, hein.
Après, contre placebo, oui, c'est bernardien, mais c'est statistique. Alors oui, c'est vrai que l'essai randomisé versus placebo, c'est une espèce de compromis improbable entre une pensée bernardienne et une pensée statistique qui sont pourtant normalement opposées l'une à l'autre. C'est vrai. Mais ça, je pense que c'est la réalité. C'est-à-dire que les gens n'ont pas voulu se couper de la pensée bernardienne. Ils ont voulu continuer à penser la physiologie, quoi qu'ils en disent. Et ça, moi je l'ai vécu à la commission de transparence, la commission qui donne le remboursement des médicaments en France, où d'un côté vous avez un discours, alors, officieusement officiel, c'est-à-dire c'est pas marqué, mais c'est officiel, le mécanisme d'action d'un médicament ne rentre pas en ligne de compte pour rembourser un médicament. C'est officiel. Parce que régulièrement, ils se sont fait avoir, la glitazone, c'est un super nouvel antidiabétique avec un nouveau mécanisme d'action extraordinaire, et en fait, bon, voilà, ça a été déremboursé au bout de 2 ans. Donc du coup, alors, d'un côté, il y a ce discours, de l'autre côté, en fait, c'est pas vrai. Quand un médicament n'a pas de mécanisme d'action, ils sont très embêtés. Et puis, quand même, il y a l'essai versus placebo qui, quand même, revient un peu à rechercher quelque chose d'un effet biologique. Donc, cette contradiction, elle est inhérente quand même à notre microcosme. Au programme hospitalier de recherche clinique, on a ça régulièrement. Normalement, c'est le lieu de l'évidence-based medicine en France, quoi. Enfin, c'était, puisqu'il paraît qu'il va disparaître. Donc, il y a beaucoup d'essais randomisés. On avait eu un projet sur le Qigong, qui est une espèce de gymnastique spiritualisée, comme le Tai Chi et tout ça. Donc, un essai, c'était dans la prévention de l'alcoolisme, des rechutes, je crois, Qigong versus, comme d'habitude. Et il y a un collègue qui dit non, le bras contrôle ne va pas, il faudrait faire une gymnastique plus de la relaxation pour savoir si c'est le Qigong qui marche vraiment, ou pour savoir si... Et là, il y a eu un débat. Non, vous voyez, c'est la question du placebo, c'est est-ce que c'est vraiment la gymnastique propre du Qigong qui marche? On m'a dit, mais on n'en a rien à faire. Ce qui compte, c'est que ça marche, plus que ce qu'on fait d'habitude. Et puis voilà. Et non, il y avait un clivage. Donc on voit que ce quiproquo Claude Bernard statistique, il infiltre la société. Il infiltre notre société méthodologique, quoi. Alors après, scientifique, non, alors là, moi je revendique à 100% que scientifique, vraiment que scientifique. Sauf que bien entendu, les méthodes qualitatives sont scientifiques. Mais pour moi, je ne vois pas d'alternative à un truc scientifique. Et alors, est-ce que c'est efficace pour mon patient? Alors, est-ce que c'est bernardien? Non, parce que... c'est clinique, et Claude Bernard n'a pas une position clinique par rapport à sa pensée. Lui, il pense qu'il peut étayer sa décision clinique sur une base scientifique déterministe. Et ça, je pense que ce n'est pas possible. C'est-à-dire, là où je revendique un choix singulier pour mon patient, c'est en tant que soignant. C'est une position presque éthique. C'est-à-dire, je choisis un médicament, je choisis un traitement pour ce patient-là parce que je pense que ça va être bien pour lui. Mais en fait, j'en sais rien. Peut-être que tu n'en sais rien parce que en fait, on n'a pas fait le déroulement de la pensée du médecin, pourquoi il le fait. Et si on fait ce déroulement-là, on a quand même un certain nombre d'éléments. Oui, alors je vais pouvoir expliquer pourquoi je le fais. Si je fais le déroulement, je vais pouvoir expliquer pourquoi je le fais. Mais en fait, si je suis scientifique en même temps que je suis médecin, je vais être obligé de constater qu'en fait, je ne sais pas si ce que je fais est bien ou pas. Je sais peut-être pourquoi je le fais, mais je ne sais pas si c'est le mieux ou si ça n'est pas le mieux. C'est ça que je voulais dire. Hein. Oui, mais on peut rajouter aussi un niveau qui est justement là, un niveau de physiologie, parce qu'on a effectivement des effets qu'on connaît, non pas de façon générale, mais ponctuellement. Et que par rapport à ça, il va y avoir un effet qui est explicable. Oui, mais est-ce que... Un des problèmes de ton intervention, si je peux me permettre, c'est... Bon, moi, je suis complètement d'accord avec ce que tu as dit à la fin. C'est ce qu'on fait dans le réseau. Bon. Je suis moins d'accord avec ce que tu as dit avant, parce que si tu veux,
c'est vrai que tu passes d'un truc à l'autre. Je crois que c'est un des problèmes, c'est presque un problème de l'unité, si tu veux. C'est-à-dire qu'à la fois, on travaille sur des groupes et on travaille sur des individus. Bon. Et que le passage de l'un à l'autre ne va pas. Mais par contre, les études de groupe sont intéressantes, elles apportent un certain nombre d'éléments, et les études au niveau de l'individu apportent aussi d'autres éléments. Bien sûr. Hein, bon. Bien sûr. Et qu'à ce moment-là, on ne peut pas dissocier finalement les deux approches. Bien sûr. Et comme conséquence pratique, moi je me disais, si tu veux, que par rapport à tous les exemples que tu as dit, parce qu'à chaque fois, bon, par exemple, l'histoire de l'acupuncture, bon, donc combien j'ai vu de patients qui m'ont dit, voilà, je suis sorti de la séance d'acupuncture, je me suis endormi, je suis resté comme ça. Bon, ça, ils ne l'ont pas dit pour me faire plaisir, ils l'ont dit parce qu'ils l'ont vécu. Bon, tu te dis, mais pourquoi est-ce qu'ils se sont endormis comme ça? Bon, à ce moment-là, tu peux considérer effectivement qu'il y a un effet particulier qui se produit par rapport à une tension ou un stress permanent et que le cadre a donné quelque chose. Mais de là à généraliser l'effet de l'acupuncture par rapport à ça, tu vois, ça ne va pas de soi. Ah ben bien Par sûr. contre, il peut y avoir finalement des groupes de patients ou des sous-groupes de patients qui ont un certain type de problème et pour lesquels cette approche de l'acupuncture est explicative. Voilà. Mais je vois pas en quoi ce que je disais était différent. Non, c'est-à-dire que si tu veux, je pense qu'à chaque fois, il faut revenir finalement sinon sur le cas, sur des cas qui s'accumulent et avec des causes qui peuvent être très différentes. Tu vois, il n'y a pas une cause unique. Oui, mais aujourd'hui, on n'a pas de cadre expérimental vraiment pour penser ça. Non, mais déjà, si tu veux, bon, et au niveau de l'unité, ça peut être intéressant, enfin, comme projet, si tu veux, c'est effectivement les bases. Les bases de données, y compris par rapport à des expériences qualitatives, si tu veux. Parce que toi, tu cites certaines expériences qualitatives, par exemple avec les antidépresseurs, c'est aussi des choses qu'on entend, évidemment, avec les patients. Bon, ce n'est pas tous les mêmes effets. Parce que l'exemple que tu as donné, par exemple, sur la vitre, c'est vrai, moi je l'ai entendu plusieurs fois. Mais bien sûr. J'ai entendu d'autres choses. Bon. Donc, bien sûr, mais ça... Non, aujourd'hui, quels sont les outils méthodologiques que l'on a aujourd'hui? On a des outils populationnels que vous connaissez, avec leurs avantages, leurs inconvénients, selon que c'est randomisé, pas randomisé. Et on peut faire une inférence sur un sujet moyen conditionnellement à ses caractéristiques, à quelques caractéristiques, l'âge, le sexe, le niveau socio-économique, le stade de la maladie, etc. Donc on peut faire une médecine stratifiée. Voilà. Aujourd'hui, on peut faire une médecine stratifiée à partir des approches quantitatives. A contrario, on a des méthodes qualitatives qui s'intéressent au sujet. Alors, méthodes qualitatives qui ont un échantillonnage qui n'est pas représentatif, qui a du purposive sampling, comme ils disent, c'est-à-dire un échantillon très largement hétérogène pour ramasser au maximum la diversité des expériences. Donc, il y a une méthodologie de recherche qualitative qui permet d'avoir à la fin la réponse à la question, quand je donne ce produit à des gens, quel est le panel de réactions, quel est le panel d'expériences que les gens vivent, qui est une autre extrémité. Donc c'est une singularité et c'est l'hétérogénéité dans la singularité. Mais on n'a rien qui permette aujourd'hui de faire le lien entre les deux. On n'a rien. On n'a pas de pensée méthodologique, épistémologique pour relier les deux. Alors on a travaillé dessus, hein. On a écrit un papier il y a 2 ans, dans le réseau on essaie de faire des choses, hein, de la narrativité numérique, etc. Enfin c'est quand même hyper expérimental encore. Et c'est pas... Donc il y a quand même un problème, il y a un vrai problème méthodologique aujourd'hui pour pouvoir... Alors Guillemette et puis Bénédicte, tu voulais poser une question, Guillemette? Oui. Tu avais levé la main d'abord. Oui. Et sur l'opportunité ou non de mettre un bras placebo plutôt que le bras traitement usual. Ouais. Alors, imaginons, pour faire simple, que la prise en charge
classique, c'est rien du tout. Oui. Il y a un cas de figure dans lequel pour moi c'est vraiment très clair que vouloir mettre à tout prix un placebo parce que c'est le gold standard est une mauvaise idée. Et là-dessus pour moi c'est assez clair, c'est dans le cas où ce qu'on suspecte n'est pas tant un placebo qu'un effet nocebo. Oui. C'est-à-dire, si on pense que le médicament va induire, parce qu'on sait qu'on prend le médicament, un comportement délétère, peu importe. Si on a mis en parallèle un traitement pareil, on ne le verra pas. Ouais. Ça, c'est le minimum syndical. Voilà. Ouais. Donc là, effectivement, et même ça, c'est quand même, on est tellement habitué à mettre en place un placebo que même dans ce cas de figure, pourtant, où là, normalement, on n'a pas de tout avoir, même ça, c'est parfois un petit peu compliqué de clarifier. Maintenant, si c'est quand même bien un effet, qui est vraiment un effet placebo, dis-moi si je trahis pas ta pensée ou si j'ai bien compris ce que tu disais. Tu disais, si j'ai bien compris, et après tout, si c'est un placebo, j'ai envie quand même, je préfère le faire avec le bras où il n'y a rien, et non pas un placebo. Parce que même si c'est un placebo, je prends, même s'il n'y a que de l'effet placebo, l'important c'est que ça marche. Mais dans ce cas, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas un placebo? Pourquoi est-ce qu'on ferait un médicament avec les coûts ou une technique compliquée? Alors, si c'est aussi bien... Mais ça, c'est pas ce que tu penses en termes de médicaments. Effectivement, dans le cadre du médicament, une des justifications du placebo, c'est le charlatanisme, c'est-à-dire je ne vais pas payer cher un truc qui en fait relève du charlatanisme, c'est-à-dire qui est un placebo, c'est-à-dire un truc qui ne devrait pas coûter cher. Et c'est pour ça qu'en fait, institutionnellement, la société autorise le charlatanisme, c'est l'homéopathie. L'homéopathie est remboursée de façon autoritaire par le ministre de la Santé, sans que le produit ne passe par la commission de transparence, par le comité économique des produits de santé, c'est une décision politique. Et c'est ça, c'est l'histoire. Au moins avec l'homéopathie, on paie. Il y a un placebo qui coûte pas cher. Donc oui, avec le médicament, on peut concevoir, sauf que en pratique, si tu prends le cas de la cancérologie, la perversion du placebo, c'est aujourd'hui, on va prendre des patients en stade en cancer du rein métastasé, en échec de deuxième ligne de traitement. Alors là, la firme arrive avec un nouveau produit et dit, à côté, je mets un placebo. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun traitement qui a une indication là-dedans. Vous voyez, cancer du rein métastasé, en deuxième ligne de traitement, c'est en Grande-Bretagne, les gens rentrent chez eux. Donc, du coup, je me compare à un placebo, puisque je n'ai pas de traitement alternatif. Sauf que c'est jamais vrai. C'est jamais vrai. Les cancérologues font toujours quelque chose en pratique. Mais est-ce qu'ils ont raison? Oui, mais alors... Je veux dire, bon, d'accord, ils font quelque chose... Oui, mais si tu comprends, s'ils font mieux que le placebo, si tu fais mieux que le placebo, moi je vais payer très cher un médicament, alors que les cancérologues aujourd'hui, si ça se trouve, ils font aussi bien avec des produits qui coûtent pas cher. Qui coûtent moins cher. Donc, alors, oui, peut-être qu'ils ont tort. Parce que peut-être qu'ils font quelque chose parce qu'ils ne peuvent pas s'empêcher de faire quelque chose. Alors, à ce moment-là, on fait 3 bras. On fait un bras nouveau médicament, ce que font les cancérologues, et on met rien. On ne met pas un placebo, on met rien. Mais le placebo là-dedans, pour moi, n'a pas d'intérêt. Il ne répond pas à une question thérapeutique. Dans ce cas précis? Dans ce cas précis. Si tu mets rien, tu ne pourras pas différencier le fait de prendre, c'est la définition de l'effet placebo. Tu auras 2 groupes où les gens prennent un médicament, ou des injections, ou des perfusions, je ne sais pas quoi, et un médicament. Et alors? Et donc tu montreras, mais c'est connu depuis très longtemps, non? Mais ça dépend de la taille des faits. Mais si en prenant des drogues par intraveineux, etc., et même qui ont des effets indésirables, malgré tout, les gens ont 4 mois de survie en plus, parce qu'on s'est occupé d'eux, même si c'est un effet placebo, moi je ne me pose pas la question. Si tu veux, je ne me pose même pas la question. Je compare des stratégies thérapeutiques concrètes.
Le fait que ça soit pour une raison X ou Y que le patient a 4 mois de survie en plus ne m'intéresse Mais pas. 4 mois dans une maladie très grave, c'est important. Ben ouais. Mais après, il y a quand même aussi, on ne peut pas évacuer la question des sommes faramineuses que ça coûte parce que c'est des nouveaux produits. Ah mais oui, mais alors après, tu peux avoir une pensée médico-économique, c'est-à-dire tu peux regarder les 4 mois, que coûte-t-il en regard de... Et tu, Non, parce que moi, je n'ai pas cette pensée, je suis pas bien à l'aise avec cette pensée-là. Non, simplement, c'est est-ce que ça coûte, est-ce que c'est... Moi, je veux bien donner des perfusions de sérum glucosé, tu vois, mais ça ne coûte pas très très cher, donc pourquoi pas, si ça améliore de 4 mois, on y va, à part les effets secondaires des infections. Et oui, mais moi Sauf que ces nouveaux médicaments expérimentaux, en général, ils coûtent extrêmement cher. Ah oui, mais attends, il y a 3 bras. Hein. Il y a le bras nouveau traitement expérimental, il y a le bras ce que font les cancérologues enfin ce que veulent faire les cancérologues, et le bras où il n'y a rien. Et le bras. Pourquoi pas? Mais on en connaît des bras des essais comme ça? Alors, on en connaît, oui. Alors, ce que je disais, le problème, c'est l'aveugle. Mais alors, il y a des situations où en cancéro, de toute façon, on ne peut pas faire l'aveugle. Par exemple, vous mettez une chimiothérapie, elle colore les veines en marron parce que le produit, donc de toute façon, il ne peut pas y avoir d'aveugle. Donc, du coup, il n'y a pas d'aveugle. Et du coup, là, on peut se permettre de faire, le clinicien met le traitement qu'il veut. Et ça se fait. Ça se fait. Et 3 bras? non, alors non, il n'y a pas le troisième, il n'y a pas le bras où il n'y a rien. Voilà, ça C'est toujours, c'est toujours, on laisse libre le clinicien versus, c'est-à-dire best available care et le traitement que l'on envisage. Mais ça se voit. Mais avec des critères très durs, entre guillemets, genre la survie, qu'il n'y ait pas d'aveugle. Oui, C'est quand il y a des critères un peu composites. oui, mais on peut se débrouiller, on peut filmer les gens, faire, tu vois, on peut faire la cotation du critère en aveugle, etc. Quoi. Voilà. On peut se débrouiller, quoi. En tout cas, par principe, je trouve qu'il faut pas, qu'il faut le conceptualiser. Bénédicte, tu... Bon, Alain. Non, mais si c'était dans la suite, moi ça m'est. Non. Comme vous savez, à voir avec ce que disait, donc j'ai plus un... Non, en fait, moi je voulais juste revenir quand tu disais finalement il n'y a pas de chose entre l'essai thérapeutique où il y a un critère Oui. et puis une analyse très fouillée de tous les effets que peuvent avoir un médicament. Et là, moi j'ai l'impression quand même que maintenant dans le traitement des maladies chroniques, il y a au contraire, entre l'effet principal, Oui. mortalité, etc., il y a toute une série de critères Oui. secondaires qui sont quand même Oui. reconnus. Et je trouve aussi qu'il y a beaucoup de choses qui ont il y a beaucoup d'interrogations sur ne pas traiter et par Oui. quoi le remplacer. Oui. C'est-à-dire, bon, et notamment chez les personnes âgées, etc. Et je trouve en fait qu'il y a beaucoup d'évolution, d'essais, de choses qui sont regardées avec des gens qui regardent Oui. des outcomes qui sont très... Oui. qui sont plus aussi manuels. Je suis d'accord, je suis d'accord. Et je pense par exemple dans la dialyse, qui n'est pas de la mésothérapie ou de l'homéopathie, hein, mais dans la dialyse, si où tout le monde dit forcément arrivé au stade d'insuffisance rénale terminale, il faut traiter par dialyse. Et ben il y a des tas de gens qui disent que peut-être pas toujours. Hein, et il y a des gens qui disent que finalement entre gagner un mois de survie et avoir une qualité de vie qui est meilleure, voilà, il y a des gens qui vont peut-être préférer avoir une meilleure qualité de vie sans dialyse plutôt qu'un mois de survie en plus avec... Enfin bon, et il y a beaucoup d'interrogations autour de tout ça. Et je trouve que du coup, c'est pas aussi... Non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais d'ailleurs, je parlais des cohortes et tu vois, je disais en moyenne, mais conditionnellement à des covariables. C'est un peu ce que tu dis, hein. C'est-à-dire, c'est une médecine stratifiée, c'est-à-dire par strate de patients, on essaie de voir, et c'est ce qui se passe effectivement maintenant avec... Je parlais même en termes d'interrogation, de sujet, de qu'est-ce qu'on Oui. choisit comme outcome. C'est vrai. Méthodologique. C'est vrai. Je trouvais qu'il y avait quand même, je
Je veux dire, il y a des gens, par exemple, maintenant, qui vont s'intéresser, peut-être pas forcément à la survie, mais à la qualité du décès. Oui, bien sûr, qualité du décès, bien sûr. Bien sûr. Non, mais... Et ça, je trouve qu'il y a beaucoup d'interrogations intelligentes. Bien sûr. Mais même, on peut imaginer même des approches bayésiennes avec des distributions a priori très fortement informatives, des choses comme ça. Hein. Mais enfin, quand même, aujourd'hui, quand on regarde la littérature, ce qui domine, c'est ce clivage, quoi. Hein. Je suis d'accord, oui. C'était juste ce que je disais. Mais effectivement, moi je trouve que la zone intermédiaire est vraiment l'objet d'un bouillon de culture méthodologique très riche et dans lequel il faut s'investir et qui demande une espèce de flexibilité intellectuelle assez importante et qui trouvera son essor avec des soins non médicamenteux. Parce que le médicament est trop... il a trop d'histoire et il y a trop le problème de l'argent et voilà. Donc on est contraint par le... Hein? À cause des enjeux, en effet. Ah, mais oui, mais je suis d'accord. À quoi je suis d'accord. Non, mais je pense qu'on ne s'en sortira pas tant que les études de phase 3 sont faites par les firmes. Voilà. Hein. Il faudrait que les études de phase 2, que les firmes s'arrêtent aux études de phase 2 et que tout ce qui relève de la phase 3 soit fait par le service public, par l'Europe, quoi. Hein. Où là, on pourrait, et une fois qu'on serait sorti un peu des conflits d'intérêts, on aurait plus de liberté méthodologique pour se poser des questions plus cliniques. Hein. Mais c'est vrai qu'avec le médicament, mais je vois par exemple l'évaluation du dispositif médical à la HAS. Il travaille parce que le dispositif médical, qui est en dialyse, il y a ça. Il suffit de changer 3 boulons et on a un nouvel appareil, quoi. Donc du coup, il y a plein de nouveaux appareils et il y en a tellement plein et peu de patients que de toute façon, il n'y aura jamais assez de patients pour faire des études randomisées pour tous les nouveaux appareils. Et du coup, il y a eu une doctorante de l'autre école doctorale, si je me souviens bien, qui travaille à la HAS là-dessus et qui montrait comment faire des designs bayésiens où comme l'incrément, les changements thérapeutiques sont tellement minimes que l'efficacité qu'il y avait avant peut servir de distribution a priori sur l'efficacité qu'il y aura après. Et donc, du coup, on réduit beaucoup la taille des essais, puisqu'on a une telle distribution a priori. Voilà, mais je trouve que là, il y a plein de trucs rigolos, mais que peut faire le dispositif médical? Moi, je voulais à la fois en rester aux situations non conventionnelles, et à la fois élargir le débat à la dimension politique et économique, dont vous semblez faire quand même un épiphénomène. C'est-à-dire, si on n'avait pas ces contraintes politiques et économiques, ça serait bien. J'ai un peu l'impression que c'est ce qu'il dit. Oui. Moi, je travaille sur deux exemples. D'une part, la mise sur le marché récente du médicament flibansérin, qui a été validé par la FDA après c'est le 3e passage. C'est un médicament qui traite les troubles du désir sexuel chez les femmes. Oui. Donc, je ne sais pas si vous avez suivi cette affaire. Donc il y a toute une controverse autour de cette question sur les effets secondaires indésirables, sur les précautions d'usage, il ne faut pas boire d'alcool avant de le prendre, et sur l'évaluation de l'efficacité. Et là-dessus se greffent effectivement toutes les conceptions de la sexualité féminine. Est-ce que la sexualité féminine, ça se traite avec une pilule, disons. Et au bout d'un moment, pour quelle raison? Alors qu'il y a tout un tas de problèmes, il y a tout un tas... la FDA publie un document dans lequel c'est plus une mise en garde je veux dire, le malade de base dirait, en lisant tout ça, disait non, je ne prendrai pas ce médicament. Le médicament est mis sur le marché et la firme qui l'a développé revend immédiatement la molécule pour 1 milliard ou 1 million, je ne sais pas combien de dollars à une compagnie beaucoup plus grande. Donc ça, alors, quel est le rôle dans cette affaire? Est-ce qu'il n'y a pas une rhétorique finalement de l'essai clinique randomisé, et je repense au bouquin de Timmermans et Berg qui définit l'histoire du gold standard, à quoi ça sert? Et l'autre exemple, c'est en santé publique, c'est les essais cliniques randomisés sur la circoncision dans les pays d'Afrique du Sud, qui là aussi fonctionnent. Alors ça met en évidence une efficacité extrêmement limitée, c'est-à-dire si c'était un vaccin dont on avait montré qu'il protège que seulement à 60%
on n'est pas sûr qu'il aurait été mis sur le marché, mais la décision a été, la validation de ce gold standard, elle est faite par l'OMS et par le UNAIDS, qui recommande cette pratique comme, dans l'arsenal thérapeutique. Donc, et là, on est dans une situation de santé publique, on n'est plus dans l'histoire de la clinique et moi la question que je pose, c'est finalement à quoi, je veux dire, politiquement et culturellement, pourquoi justement ce type de méthode de validation d'un traitement et éventuellement d'une prévention et éventuellement en santé publique qui s'est imposée, c'est-à-dire que ces limitations que tu décris, je veux dire, tu te situes, il me semble, beaucoup trop sur le versant de la clinique, c'est-à-dire finalement c'est la différence entre le groupe et l'individu, mais pas aussi au niveau politique et culturel et au niveau populationnel. En fait. Oui. Et c'est là-dessus peut-être qu'on pourrait ouvrir le débat Oui, et oui, sortir oui, du niveau. Enfin, j'ai l'impression qu'on s'enferme finalement dans la dimension technique. Non, il y a... et méthodologique. Oh, ben. Si on suivait les canons de la science, ça serait peut-être mieux. Sauf que il n'y a pas que ça. Oui. Mais bon, forcément, comme dans le centre, on est beaucoup méthodologiste, donc du coup c'est là-dessus que... Et puis que c'est mon job, la méthodologie, donc du coup c'était pour ça que ça me faisait plaisir d'en parler. Mais c'est vrai que laisser randomiser est aussi un outil culturel et un enjeu de puissance. On voit très bien que la pharmacoépidémiologie, enfin à la Haute Autorité de Santé et à la NSM, hein, ça fait 10 ans qu'on commence à parler de pharmacoépidémiologie, et qu'il y a des blocages qui sont des blocages culturels et d'enjeux de pouvoir. C'est qu'il y a des gens qui ont construit leur carrière sur la maîtrise de la méthodologie d'essai randomisé. Et quand arrivent des gens qui disent on va faire des études de cohorte et que c'est plus la même méthodologie et qui ne comprennent pas le score de propension, etc., eh ben, ils bloquent, ils disent non, c'est pas rigoureux, il y a des biais, et que ce n'est pas des arguments méthodologiques, c'est des arguments culturels, de croyance et de préservation du pouvoir. C'est vraiment un truc qui est clair. Hein. Dans la mesure où on est, nous, ici, quand même une unité maintenant pluridisciplinaire, en quoi des méthodologues peuvent bénéficier des critiques politiques et culturelles de ce genre de choses. Comment ? Non, mais tu as raison. Avec toi. Mais tu as raison, mais moi je pense que le lieu, c'est l'éclairage, c'est-à-dire la perspective sociologique, politique, culturelle permet de montrer aux méthodologistes que sa pensée, en fait, ne repose pas que sur des bases rationnelles, elle repose sur des a priori qui sont dans l'air. Moi, je dirais même pas, il y a une rationalité, je veux dire qu'on ne peut pas nier. Et c'est vrai, quand tu disais, et ça, il y a des historiens qui l'ont montré, c'est à partir de 1910 que quand on arrivait à un hôpital, on a eu plus d'une chance sur deux de sortir vivant. Si vous voulez, si tu veux. Donc, il y a eu une bascule, on ne peut pas le nier. Bien sûr. Mais on le sait. Là-dessus. Donc c'est lié effectivement à... Pourquoi c'est une sur deux qui est importante ? Parce qu'il y a eu une bascule à un moment donné. Parce qu'avant c'était beaucoup moins. Quand on rentrait à l'hôpital, on ne sortait jamais vivant. D'accord, mais 10% ça suffit. Non, je rigole. Non, mais... Est-ce que vous êtes intéressé au Reiki ? Oh, Reiki. ah, ça me dit quelque chose, mais tu peux préciser ce que c'est ? Qui, c'est comme chi, c'est l'énergie mal définie. C'est ça. C'est une méthode de guérison par imposition des mains. Oui. Qui peut aussi se pratiquer à distance. Et Oui. ça se fait en aveugle, du coup. Enfin, Oui. Non, on n'a pas fait ça. Non, je vois ce que tu veux dire maintenant. Je vois ce que tu veux dire, c'est dans des... Non, on n'a pas fait le Qigong, on n'a pas fait le Reiki. Non, mais en fait, c'est la DGS qui nous suggère des... Juste en passant, Oui. je crois que tu avais demandé, mais je ne me souviens plus, c'est quoi le non conventionnel ? Ça s'arrête où ? Non, c'est une bonne question et en fait, j'ai pas de réponse à ça. Et d'ailleurs, eux aussi sont embêtés. La marge, d'ailleurs,
L'ostéopathie, par exemple, elle est en train progressivement de sortir des thérapies non conventionnelles. Vous savez qu'en février dernier, il y a eu une homogénéisation des formations, etc. Hein? L'acupuncture, ça doit être pareil. L'acupuncture, c'est pareil. Oui, oui, les limites sont... ça, pour le coup, c'est sociologique. Hein, c'est ce que disait Alain. Ce qui est conventionnel, non conventionnel, c'est culturel, sociologique et C'est politique. pas lié aussi à des progrès ou à l'identification d'une efficacité? Non. Clairement, non. Donc c'est encore plus irrationnel. Absolument. C'est lié à une reconnaissance mutuelle. C'est-à-dire, on accepte dans le groupe l'autre en tant que membre du groupe. La sexologie, on ne vous l'a pas demandé? Non. Mais c'est une bonne... Et la psychanalyse, c'est non conventionnel? C'est quoi la psychanalyse? Non, la psychanalyse, alors, il y a deux réponses à ta question. La première, c'est que c'est conventionnel, puisque ou c'est une psychothérapie, et elle rentre dans le champ des psychothérapies qui sont des soins conventionnels, ou alors, selon certains psychanalystes, ça n'est pas une thérapie, ça ne relève pas du soin, mais d'autre chose, auquel cas, ça n'est pas un soin non conventionnel, c'est autre chose. Bon, ben on en reparlera régulièrement. Hein.